Series. On va commencer cette étude de cas de la série Humans que vous avez vue hier en projection, qui est donc la version anglaise de Real Humans, la série suédoise qu'on avait projetée ici il y a 3 ans. Et donc nous avons avec nous un panel vraiment intéressant. Alors je commence en français, mais après on fera le débat en anglais et vous trouverez la traduction sur le canal 3 de vos oreillettes. On a un panel vraiment impressionnant avec les gens des chaînes qui ont commandé cette série, 2 comédiennes, les producteurs, 2 écrivains, 2 auteurs. Et on va essayer d'étudier vraiment en détail du moment où ils ont l'idée de faire cette adaptation, le procédé, le processus, comment c'est passé avec la société suédoise, la chaîne suédoise, comment ils ont coproduit avec les USA, comment ils ont fait cette série, comment ils l'ont conçue, comment ils l'ont changé par rapport à l'original, comment ils l'ont promu en Angleterre, puisque ça fait en ce moment un carton assez important sur Channel 4. On va aller d'un bout à l'autre de cette étude de cas. Si évidemment vous avez des questions pendant le débat, n'hésitez pas à lever la main. Et voilà. So now we're going to switch to English, because I guess none of you speak French, right? A little bit. Okay, good. First, I'd like to do a round tour of the table and introduce yourself one by one. Kind of, shortly, but not too shortly. Do you want to start? Hello. Gosh, I feel like I want to sing, but I won't. Start with your name. I'm Catherine, and I play Laura Hawkins in Humans. That was short. I'm Simon Maxwell, Head of International Drama at Channel 4. My role is a brand new one at Channel 4, which is specifically geared around large-scale international co-productions with overseas networks like AMC. I'm Kristen Jones from AMC, and I have a similarly new role geared towards international co-productions with networks abroad or outside of the United States. I'm Chris Fry. I'm the series producer of Humans, so managing the day-to-day creative control and management of the production. I'm Derek Wax. I'm an executive producer at Kudos and developed and produced dramas for Kudos for different networks, but I was also executive producer along with Jane Featherstone, who isn't here, of this series, Humans. I'm Sam Vincent. I'm one of the 2 writers with John. I'm leaving him nothing to say in a minute. We work in partnership, and we were the head writers for this series. We wrote 6 of the 8 episodes and sort of designed the overall narrative, I guess you could say. I'm Gemma Chan. I play Anita in Humans. I'm Jonathan Brackley, and what he said. Okay, good. Derek, am I wrong? I think you discovered the original series here 3 years ago, and this is when you thought, let's do an English version. Is this correct? No, that's not quite correct, actually. I thought it was correct, but good start for me. It started actually even earlier. It started about 4 years ago when Swedish broadcasting company SVT showed a few scenes of real humans that were still being shot, still being shot and had not been aired in Sweden, to one of my colleagues at Kudos. And he showed it around the company, and there were just a few scenes, but the premise of it was so fascinating and so brilliant that we made a competitive tender to option the show to do a remake. And it was only after we'd done that I then turned up here 3 years ago for bringing a series called The Hour here, and I happened to see the completed Real Humans, by which point we just optioned it. But there's another side to the start of it, because obviously my colleague Jane Featherstone at Kudos then also approached Sam and John to write it, and that was one of the key things that maybe And when you said you made an offer to option it, you told me yesterday that your idea was to option the show
before the Swedish show was shown in England? How does it work in terms Well, of... we knew that it would be more difficult to sell Humans to a broadcaster in the UK if Real Humans had already aired in the UK. It would be a much if the concept felt more fresh, it would be easier. It's a very competitive world, the world of UK commissioning. Thousands of people, the independent market sector has really exploded. Broadcasters have their pick of many shows. Everyone is coming to the door with different things, and if there's any reason at all to say no to something, you know, like, oh, well, we've just seen Real Humans. You know, now we had this experience because we did the bridge, we did the tunnel in France, and the bridge had already aired. And when we got the rights to the tunnel, we knew that there would be an audience who said, why do I need to see the tunnel? I've already seen the bridge. So, of course, the tunnel unexpectedly was very good, and people did watch it as a new show. But you're making life a bit more difficult for yourself if the other show has already aired. Donc voilà, c'était très important qu'il nous arrive pas la même chose qu'avec Killing et avec The Tunnel, où parce que la série originale n'était pas déjà passée à la télévision anglaise, et ça a été beaucoup plus difficile le remake. À propos du format, pourquoi est-ce que vous avez éprouvé le besoin de faire une version anglaise? C'était pas un besoin, c'est juste que il n'y avait pas beaucoup de grandes idées. Et quand une idée aussi belle, très, très innovante arrive, quand il y a des émotions très fortes, quand c'est un thriller puissant qui dépasse l'idée de la science-fiction, même si c'est dans le futur, c'est vraiment très proche de nous, c'est une idée qui est extrêmement forte et on s'est dit que le public pouvait vraiment s'y projeter. Est-ce que vous tous ici présents avez tout vu des 2 saisons de Real Humans? Oui. Moi, en l'occurrence, Channel 4 a vu la première série, la deuxième. Il n'y a pas de troisième. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. En ce qui me concerne, moi et Gemma, je ne sais pas pour les autres acteurs, mais pour nous, il fallait éviter de tout regarder puisqu'il s'agissait de faire notre propre création à propos de l'idée originale. Ça a été vraiment une décision précise pour nous d'arriver à proposer notre propre inspiration sans qu'on attende de nous de faire les mêmes choses. Et je pense que ça ne nous aurait pas rendu service, en fait, d'être trop inspirés. Et donc, quand vous avez tourné, une fois que vous avez tourné la version anglaise, est-ce que vous avez changé d'avis? Oui, là, peut-être que j'ai cette curiosité maintenant, mais ça dépend si on a l'intention de faire la prochaine. Bien sûr, j'en ai la curiosité. Peut-être quand je serai grande, quand on ne fera plus toutes ces séries, je regarderai. Mais il y a encore beaucoup de choses très intéressantes à découvrir. Est-ce que c'est la même chose pour vous, Gemma? Oui, moi aussi, je suis dans la même situation. J'ai regardé un super trailer, la bande-annonce plus importante, et on s'est dit que pour arriver à créer notre propre version, c'était pas une bonne idée de regarder de plus près, mais il valait mieux le faire à une autre façon sans être tenté d'imiter ce que nous avons vu. Donc, vous avez mis cette option, et quelles sont les premières étapes dans ce travail-là? Bon, d'abord, on s'est retourné vers Sam et John, les auteurs, puisque c'est Jane qui leur a fait le pitch, en disant, pour savoir si ça les intéressait, parce qu'il fallait bien sûr commencer par le scénario, par l'écriture, et c'était seulement à ce moment-là qu'on pouvait
aller voir les chaînes. On ne pouvait pas aller les voir avec des DVD de la série existante. Il fallait qu'on y aille avec notre propre scénario. Par rapport à la version suédoise, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très proche, mais il y a aussi des choix propres. Par exemple, le fait que vous ayez fait 8 épisodes au lieu de 10. Oui, l'approche qui a été la nôtre, la dimension du son, par exemple, qui était très intéressant dans la version suédoise. Donc on a regardé la série tout entière sur le DVD. Les 2 saisons, non, à cette époque, il n'y avait que la première saison qui était tournée. Donc nous l'avons regardée attentivement, nous l'avons beaucoup aimé. Et nous avons trouvé effectivement que l'idée de base était tellement riche qu'on pouvait la développer. On a trouvé que l'idée était très bonne, mais qu'on pouvait trouver un peu des branches, explorer des branches à partir de cette première idée. Donc ça nous a conforté dans l'idée qu'il était possible de l'adapter. Et notre stratégie a été de la regarder 2 fois pour s'en imprégner vraiment. Et une fois qu'on la connaissait, le mettre de côté, ne plus travailler dessus. Donc quand vous avez regardé ces DVD 2 fois, nous, quand nous adaptons, ici, nous travaillons sur le scénario original. Est-ce que vous avez fait ça aussi? Non, nous, on n'a jamais lu le scénario. Parce que vous ne savez pas lire le suédois. Oui, mais ce n'est pas une raison. Non, on aurait pu le faire traduire, j'en suis persuadée. Mais l'idée, c'était de regarder le produit final et ne pas rentrer dans leur processus de fabrication. Donc, nous l'avions déjà, le produit fini. Donc, on a réfléchi à la manière qui allait être notre fête, c'était vraiment de se l'approprier et que donc l'écriture devienne très spontanée, très naturelle. Et donc vous preniez des notes pendant que vous regardez pour vous souvenir des intrigues, des personnages, de l'arc dramatique et avant de vous lancer dans votre propre version. Je ne me rappelle plus très bien. Est-ce qu'on a pris des notes? T'en as pris, toi? Non, je pense que c'était quelque chose de beaucoup plus spontané. En fait. On les a regardés, on en a beaucoup parlé et on a décidé de ce qui motivait nos personnages, quelle était leur trajectoire, et puis essayer, nous, de leur donner leur propre histoire qui différait un peu. Et, donc, quand on regarde les tout premiers épisodes, on trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, mais parce que c'était important pour nous de partir de cette même base, mais dès le départ, donner un peu des trajectoires émotionnelles différentes et des histoires individuelles un peu différentes pour chacun des personnages. La première série qui a été tournée en suédois, certes, mais le concept était très universel. Et est-ce que vous avez le sentiment que vous deviez faire une adaptation culturelle entre la Suède et l'Angleterre, puisque ça traite de la famille et ça traite de la vraie vie des gens? Est-ce que vous avez senti qu'il fallait que vous l'ancriez davantage dans la société anglaise? Non pas qu'on ait senti qu'il fallait le faire pour que ça soit transposable dans la société anglaise, mais encore une fois, c'est venu plus spontanément. Ça a été notre approche et la façon dont nous la concevions qui est venue plus spontanément.
Je pense que là, on dit que des généralités, mais c'est peut-être plus intéressant d'entrer de façon plus précise dans les différences, puisque là, c'est Channel 4 aussi qui est intervenu dans le processus. Par exemple, la dynamique familiale, c'est assez intéressant de voir que Laura, en tant que personnage, avait une dimension un peu plus complexe, notamment émotionnelle. Le rapport qu'elle a avec sa fille, le rapport qu'elle a avec son mari et cette histoire secondaire où on sent qu'elle a une sorte d'absence dans la famille, on ne sait pas pourquoi, au premier épisode. Et c'est là, en fait, quand Channel 4 est entré dans le processus et a montré son intérêt, on a vu qu'il fallait apporter quelques modifications par rapport à la version suédoise. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences à la fin de la saison 1? Par exemple, est-ce que le couple se sépare? Quelles sont les différences principales avec la série suédoise? On ne peut pas, même s'il n'y a pas des journalistes ici, on ne va pas révéler la fin. On n'en est qu'à l'épisode 3 en Angleterre, donc on ne va pas vous raconter le reste. Moi, j'aimerais bien avoir un peu de spoiling. Non, on peut pas aller au-delà de ces 3 épisodes. C'est quelque chose que nous allons garder pour nous. Mais franchement, il n'y a pas de différence très remarquable. Il n'y a rien qui soit totalement opposé. L'histoire et la démarche fondamentale est très similaire avec les nuances. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des vivants et des morts à la fin. Mais ce ne sont pas les mêmes que dans Real Humans. Moi, je suis sûr qu'en vous cuisinant plus, on arrivera à en savoir davantage. Donc, à propos du processus de fabrication, donc vous avez passé la commande auprès des auteurs. Donc on a emporté le scénario. Donc c'est vous-même qui l'avez développé avant d'aller voir Channel 4 ou est-ce que le scénario était développé donc dans notre société de production et une fois qu'on a estimé que nous pouvions nous adresser à la chaîne, là on est allé voir Channel 4. Donc, et vous, quand vous avez reçu cette proposition, vous connaissiez déjà Real Humans. Donc, est-ce que vous avez pris des risques financiers, en fait, avant d'aller les voir? Est-ce que vous le faites toujours de cette façon-là ou est-ce que vous faites entrer les chaînes dans le processus avant d'avoir développé? Parce que là, vous avez fait ce risque-là. Oui, c'est intéressant, effectivement, on le fait souvent, puisque quand on s'adresse trop tôt aux chaînes, on sait qu'ils peuvent avoir des réactions différentes en disant qu'ils ne sont pas forcément partants, mais que ils peuvent le garder sous le coude pendant 3 ans. Donc, et ça, c'est quelque chose qui vous met complètement à plat, puisqu'ils ne s'engagent pas, mais en même temps, ils ne veulent pas y renoncer non plus. Et donc, c'est important que quand on aille les voir, ce soit suffisamment consistant pour qu'on puisse déjà avancer. Effectivement, quand une société de production vient nous voir avec une première mouture déjà développée, et c'est déjà une situation idéale pour nous parce qu'on peut répondre sur la question de est-ce que ça convient à notre chaîne ou pas. Alors vous allez les voir aussi avec des photos, avec des visuels, ou parce que c'est une série extrêmement visuelle, donc les synths et l'apparence qu'elles ont. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi proposé à la chaîne? Non, moi, il me semble que souvent les images qui nous sont données des producteurs européens, il y a comme ça quelque chose de très joliment présenté. Et quand vous avez des espèces de casting fantasmés associés à un projet, et puis tout d'un coup, vous avez une photo
Ralph Fiennes, quelqu'un qui n'y sera jamais. Mais pour moi, tout ça, ça ne marche pas bien avec les chaînes. Ils savent très bien ce qu'on veut. Effectivement, c'est pas pertinent d'arriver avec tout cet emballage puisque nous, on sait que c'est un processus de vente. C'est pas la peine de mettre une photo de Judi Dench. Je sais que les chaînes ne mordent pas à ce genre d'approche marketing. Et nous, on sait qu'au moins en Angleterre, les chaînes sont vraiment intéressées par les scénarios. Et quand votre scénario tient la route et quand l'énergie d'écriture est là, le reste n'importe pas. Et je sais qu'il y a vraiment une concurrence entre les chaînes pour avoir les meilleurs auteurs. Donc ils sont très ouverts à ces talents d'écriture. Donc quand on les a, il faut y aller. Donc une fois que vous savez que vous avez de bons auteurs, vous y allez avec des scénarios forts et ça vous suffit. Et le fait que vous vous inspiriez d'une série existante, est-ce que ça a accéléré le processus d'écriture? Il vous a fallu combien de temps pour avoir le scénario achevé? Comme je le disais, finalement, ça a été très spontané comme processus. Alors, il y a effectivement des similitudes, et puis c'est des personnages qui nous plaisaient. Donc, on voulait en même temps avoir notre propre vision des choses et savoir quels seraient les homologues, en fait. Et en s'inspirant comme ça des personnages clés, des situations clés, l'arrivée d'Anita, par exemple, dans la maison familiale, qui est différente de la version suédoise, mais ça reste quand même une scène clé. Et c'est au fur et à mesure qu'on avançait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de dimensions nouvelles. Donc on avait une sorte de trame de départ. Donc je pense que le premier jet était plus fidèle et au fur et à mesure qu'on avançait, on est allé plus loin dans notre propre curiosité, mais aussi ce que tous nos partenaires, en l'occurrence Channel 4, pouvaient attendre de nous. Donc l'identité est apparue au fur et à mesure. Et combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire le premier scénario? 2-3 mois. Je n'en ai pas la moindre idée. Moi, j'en sais pas beaucoup plus. La chaîne s'en fichait complètement, c'est derrière nous. Mais on a beaucoup travaillé sur le premier scénario. On en a fait plusieurs versions, plusieurs projets. Et donc, on l'a envoyé à Channel 4, on le réécrivait. Et donc, c'est sans doute un processus plus long que ce qu'on fait habituellement, sans doute. Le processus dans son ensemble prend beaucoup de temps. Il faut arriver à un moment où on a les scénarios, puis le réalisateur entre en scène en quelque sorte, et ensuite on attend pour avoir le feu vert et choisir les acteurs, et cela peut prendre entre 3 mois et 4 ans, et ensuite le processus recommence. C'est quelque chose, c'est peut-être différent en France. Mais on parle des blessures de guerre en quelque sorte. Et nos différentes séries, Life on Mars, etc., passent par 15, 20 versions. L'écriture, c'est la réécriture, et il faut rester
patient et continuer à explorer l'idée. C'est tellement différent du monde du cinéma où on écrit très différemment. Il faut maintenir la relation entre les auteurs. Et si on introduit un nouveau personnage, il faut le développer. Et donc, c'est un processus qui peut durer quelques 2 ans. Et à Channel 4, est-ce que c'est une nouvelle tendance d'avoir de plus en plus de commandes directes? Non, il n'y a pas de tendance. Pour s'éloigner un instant de la série, mais quand vous recevez une idée qui vous intéresse, est-ce que vous passez par tous les processus? Est-ce que vous voulez examiner scène par scène, ou est-ce qu'une fois que vous avez l'idée, vous commandez le scénario? Ça dépend des personnes qui ont à voir. Quelquefois, on va par le traitement, quelquefois, on commande immédiatement le scénario, et chaque projet est différent, et c'est différent chaque fois. En France, on a l'impression, mais peut-être que nous avons tort, qu'au Royaume-Uni, en tant que diffuseur, vous voulez garder le projet secret. Si vous faites le traitement scène par scène, vous perdez cet élément de surprise. Je parlais... c'est quelque chose qui est une exception. Et si on propose une idée à la chaîne, il demande tout de suite le scénario et il veut être surpris. Alors que si on passe par le traitement scène par scène, on n'a plus de surprise. En tant que professionnel dans cette profession, on a un rôle éditorial et vous essayez de suivre les choses au mieux. C'est pourquoi avec ce projet, on n'est pas obligé, enfin, il faut s'adapter à la situation. Et comme Derek l'a dit, toute écriture consiste à la réécriture constante. Est-ce que c'était facile à le faire accepter par Channel 4? Oui, pour nous. On trouvait l'idée passionnante que ce soit Channel 4 qui fasse de la science-fiction. Et dans notre chaîne, nous respectons le monde tel qu'il est, le rôle des créateurs. Et ce projet correspondait tout à fait à la science-fiction que nous voulions faire, qui touche à une situation sociale qui est très importante. C'est difficile à mettre en scène, comme il est certain que ça intéresse énormément le public, étant donné la réaction aux premières diffusions. Et ceci concerne notre relation avec la technologie, comment nos créations pourraient nous rendre nous-mêmes obsolètes. Et nous avons été fascinés par le côté humain, justement, de ce projet qui permet de nous comparer à quelque chose qui est presque humain, mais ne l'est pas tout à fait. Et donc, c'est ce qui nous a vraiment intéressés. Donc, quand vous avez reçu le scénario, vous l'avez acheté et vous avez commandé Kudos. Pourquoi est-ce que vous en avez fait 8 plutôt que 10? On a préféré le numéro 8, c'est tout. On en a parlé. Quelquefois, on fait 6. C'est rare que nous fassions 10. Indian Summers était en 10 épisodes, mais en général, c'est entre 6
et 8 épisodes. Donc quand vous avez eu le premier scénario, qu'est-ce que vous leur avez demandé? Une saison ou les deuxième et troisième épisodes? On a commencé les deux documents. On ne se rappelle plus très bien, ni les uns ni les autres. Alors ce que nous avons obtenu avant de vendre l'émission ailleurs, on avait une notion de l'histoire. Et quand vous avez, quand on vous a proposé le projet, vous connaissiez Real Humans. Oui, on l'avait vu, on avait adoré l'original, mais il n'y avait aucune raison de faire une adaptation très proche de l'original. Et il fallait que ce soit différent. Le point de vue était un peu différent. On voulait justement flouter en quelque sorte la limite entre les hommes et les humains et les synths, ces robots. Et quand est-ce que AMC, vous êtes de New York, quand est-ce que vous êtes entré dans le jeu? Relativement tard. Et pouvez-vous nous dire deux mots sur AMC? Beaucoup de gens le connaissent. C'est une chaîne qui s'est développée très vite avec des séries remarquables. Corrigez-moi si je me trompe, mais AMC a commencé en 2007 à commander des programmes originaux avec Mad Men et ça a connu beaucoup de succès et de bonnes audiences. C'est commencé par Breaking Bad, que beaucoup d'entre vous connaissent. Ensuite, The Walking Dead, qui est diffusé dans le monde entier maintenant et continue de croître. Cette dernière saison et le football américain le dimanche soir connaît des audiences très importantes et nos programmes avaient de meilleures audiences. Fox International est dans beaucoup de territoires, mais il y a 110 pays qui ont acheté la série. L'interprète n'a pas entendu. Donc, il y a des gens dans le monde entier qui regardent le programme. Et The Walking Dead. Est-ce que vous connaissez un remake de Walking Dead? Ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais nous avons un spin-off qui s'appelle Fear of the Walking Dead, la peur des revenants. Mais la chaîne, comme Channel 4, c'est la fiction de qualité, des genres qui sont des genres qui sont très bien faits, qui ont un succès qui ne faiblit pas. Et vous voulez proposer un genre qui plaise très largement et qui soit très dramatique. Et donc, différentes caractéristiques des fictions peuvent se retrouver. Évidemment, ceci touche aussi à la science-fiction. Ce qui s'est passé qu'il y a 1 an et demi, le marché américain télévision est très concurrentiel. Nous avons des centaines et des centaines de chaînes. Certaines
ont beaucoup plus d'impact que d'autres. Mais il faut dire que le public américain a toujours un choix énorme. Est-ce que vous savez combien de chaînes ou d'acteurs de l'Internet peuvent commander des séries? Il y en a 64. Donc, en tant que producteur, vous pouvez essayer de vendre vos programmes à 64 producteurs. Et en Grande-Bretagne, combien y en a-t-il? Il y a BBC, ITV, Channel 4, Sky, et parmi eux, il y a différentes chaînes avec différents besoins. Les chaînes UK TV qui se sont développées aussi. Alors, je ne connais pas le nombre exact. Donc, il y en a une dizaine, mais il y en a beaucoup moins qu'aux États-Unis. Je pense qu'en fait, il n'y en a que 4, BBC, ITV, Channel 4 et Sky. Si vous ne pouvez pas, faire en sorte que l'un de ces 4 aime votre scénario, peut pas aller plus loin. Donc, pour revenir à ce côté international, ce qui a commencé à se passer, c'est pour une entreprise qui est à la pointe, AMC, qui voulait travailler avec les meilleurs. Il y avait des importations comme Downton Abbey. Et les accents britanniques ne font plus peur au public américain. Souvent, il fut un temps où on doublait les programmes britanniques avec des accents américains. Non, il passait sur PBS et avait une petite audience. Et puis, avec les chaînes câblées, on a pu commencer à regarder beaucoup plus de ces productions britanniques. AMC a décidé, ils ont compris ce qui se passait sur le marché international, et c'est à ce moment-là que je suis entrée en scène il y a environ un an. Comme j'ai vécu en Londres pendant très longtemps, je connaissais beaucoup des producteurs, et donc j'ai rencontré Don Isaacs, qui est le co-PDG Jay Featherstone, et j'ai parlé d'un certain nombre de leurs projets. Et à ce moment-là, cette émission était produite par une filiale de Microsoft, et malheureusement, cette initiative n'est pas allée très loin et donc n'a jamais vraiment pu démarrer. Et c'était à notre avantage. À ce moment-là, il y avait juste 2 scénarios pour l'émission. Et donc, j'ai eu un appel de Dan qui était à Londres. Il faut regarder ça, j'adore le scénario. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, d'après ce que je sais de la chaîne. Et un programme sur la technologie. Et souvent, avec les productions ou ce genre de projet international, il faut agir très vite. Et donc, c'était en août de l'an dernier. Donc, tout le monde était en vacances. Moi, j'étais à Thaïlande. Mon patron, qui est président de programming pour Sunday AMC, était au Canada. Jane était dans un train en France. Derek était dans son bureau. Et nous avons réussi à nous retrouver au téléphone, ce qui nous a permis d'avancer. Donc, en fait, vous aviez peur que si vous aviez peur qu'ils iraient ailleurs si vous n'agissiez pas suffisamment rapidement. Il y avait beaucoup de gens intéressés. Xbox
pulled the plug on this new content division of Xbox, and suddenly we needed a co-producer. Quand Xbox s'est retiré, on avait besoin d'un coproducteur et beaucoup de gens ont téléphoné. Et nous étions vraiment enchantés quand AMC s'est manifesté. C'était notre première coproduction. Comme j'ai dit, j'ai été engagé pour évaluer ce projet, et c'était le premier. Et donc, il y avait juste 2 scénarios, et donc vous avez co-développé. Et comment est-ce que vous travaillez avec Channel 4 AMC et les 2 scénaristes? Un autre panel, j'en ai parlé. Ce qu'on peut dire des coproductions et l'aspect le plus comparatif, c'est que les diffuseurs, les 2 diffuseurs et les scénaristes doivent avoir la même vision. Et là où il y a un problème, c'est quand une personne n'a pas la même vision et qu'on est en désaccord. Et heureusement, tout le monde avait la même vision du projet. Et je ne sais pas quels sont vos sentiments, mais il y a toujours des problèmes, il y a toujours des questions qui surviennent. Quand on regarde, je n'ai vu que le premier épisode, mais c'est vraiment britannique. Est-ce que vous vouliez introduire quelque chose d'américain? Je crois que nous étions très ouverts au principe d'avoir quelque chose de britannique, d'anglais, mais on avait pensé que ça serait quand même utile d'avoir un personnage américain et ouvrir le casting des acteurs américains. Et c'est là que j'ai introduit l'idée d'introduire un personnage de ce genre. C'est l'élément américain, le seul dans la série. Et pour être direct, et j'espère que tout le monde sera d'accord avec moi, c'était pas une question, une obligation d'avoir un Américain. Il faut trouver un acteur américain. Ça ne concernait pas le financement, c'était quelque chose qui était partie intégrante et on n'aurait jamais choisi un acteur qui ne rentrait pas dans le tout. Et donc pour les scénaristes, comment est-ce que vous avez dû faire? Vous m'avez dit hier que vous êtes allé en Suède pour rencontrer le producteur suédois. Et pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Nous l'avons fait parce que nous voulions les consulter pour connaître les problèmes qu'ils auraient pu rencontrer et avoir leurs conseils et leur aval pour ce projet. Et ils nous ont donné des conseils. Je peux vous donner un exemple. On a parlé de comment ils avaient pris une décision et nous avons fait la même chose. De présenter l'existence des synths comme un fait accompli. On ne parle pas du tout du développement, c'est quelque chose qui existait depuis 10 ans et ces robots font partie intégrante de la société. Et il nous a dit que pour Real Humans, ils avaient pensé parler des origines de ces Hubots et ils ont décidé que c'était plus simple de dire voilà, ils existent et c'est ce que nous avons choisi de faire aussi. Donc ça nous a été, c'est donc une des raisons pour lesquelles, c'était la raison pour laquelle on voulait aller voir. Alors nous n'avons, on n'a pas consulté aux États-Unis, ce n'était pas nécessaire. Donc vous l'avez envoyé au producteur, puis vous l'avez envoyé à Channel 4, AMC, qui ont pris des notes, qui ont donné des précisions.
On a fait confiance à Kudos, on connaît bien, on sait comment ils travaillent. Et je pense qu'on partageait la même vision, c'est clair, mais Kudos a pu tenir compte de toutes les remarques et voulu s'assurer que tout allait, tout le monde avait la même orientation et que tout le monde s'entendait sur ce qu'on voulait faire. Et donc, c'est le producteur qui doit être le moteur de ce travail et on échangeait toutes les semaines régulièrement pour être certain qu'on était toujours sur la même longueur d'onde. Et donc, on passe toujours par Kudos. Et donc, d'après ce que j'ai compris, AMC et Channel 4 va partager 50-50 le coût. Oui, c'est à peu près ça. C'est environ 50-50. Et on va avoir des avantages fiscaux, ce qui seront très intéressants. Et il y a 2 ou 3 ans, on a pu récupérer des impôts pour les programmes de qualité et on a un financement de notre société mère, Shine. Et c'était bien aussi que ce ne soit pas un monde vraiment très futuriste. On aurait dû dépenser beaucoup d'argent sur des décors pour illustrer le monde en 2040, par exemple. Et donc là, on n'avait pas à le faire. Et ça réduisait le coût de chaque épisode. Quel est le budget global de la série? C'est environ 1,2 million de livres par épisode. Et une différence que nous avons pu voir, c'est que dans le programme suédois, il n'y a pas d'effets spéciaux. Ils ont des lentilles de contact pour donner un aspect curieux aux yeux. Vous avez des effets spéciaux sur les yeux. Ce ne sont pas des lentilles de contact. Cet effet est rajouté après. Et donc, une fois que vous avez accepté, vous avez accepté 6 nouveaux scénarios. Et donc, dans le processus naturel vers la pré-production, on a développé les 6 scénarios et c'est pourquoi ce qui est un peu différent par rapport à d'autres pays. Une fois qu'on a eu l'aval sur la base de 2 scénarios, on est entré en production avec la supposition que on supposait que les autres scénarios seraient achevés à temps pour le tournage. Et alors que quand il s'agit de l'étape de pré-production ou au début de la production, sur les 2 premiers scénarios, on ne pouvait pas se permettre le luxe d'attendre que les 8 épisodes soient écrits. Ça aurait été idéal, mais ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons. Donc au bout de 2 scénarios, vous avez commencé la pré-production. Est-ce que vous aviez au moins des traitements pour les suivants? Donc nous avions effectivement une sorte de plan de la série entière pour savoir quelle direction on prenait sur les épisodes suivants. Donc une fois que vous avez commencé la production des 2, vous les avez enfermés, les 2 auteurs, oui, pour qu'ils continuent. Oui, on a eu en fait 2 autres auteurs qui
nous ont secondés pour l'écriture, parce que physiquement, on n'était pas capable d'écrire à deux suffisamment vite. Donc entre 3 et 8, finalement, c'est allé très vite, en quelques mois. Donc la préparation a commencé, 3 mois avant le tournage de chaque épisode? Même pas, peut-être 10 semaines. On a dû avoir 10 semaines. Et pourquoi ce sentiment d'urgence? Pourquoi en France, c'est plus comme ça que ça se passe? Une fois que la chaîne donne son accord pour un scénario, on prend le temps d'écrire et d'écrire. Pourquoi est-ce que vous, une fois que le feu vert est donné, il faut aller très loin vite et d'écrire la suite? Je suppose que c'est pour nous donner le sentiment de sécurité, mais c'est aussi une question de confiance surtout. Il y a une relation qui se crée entre les producteurs, l'équipe artistique. Vous avez le scénario sous les yeux, vous savez où vous mettez les pieds. Donc pour nous, culturellement, ça ne viendrait pas à l'idée de demander à ce que tout soit développé. On sait où on va avec. C'est comme ça que ça fonctionne en Angleterre, absolument. Peut-être qu'il y a des mini-séries de 4 épisodes pour lesquels sont différents, mais Southcliffe, par exemple, de Channel 4, peut-être que là, l'auteur avait écrit les 4 épisodes en amont, mais c'est vraiment une exception. Et l'avantage de ce système, c'est que les auteurs peuvent réagir et peuvent agir en conséquence de l'évolution des personnages en disant, parce qu'elles voient l'écran, donc ils disent, bon, elle est très bien dans les 2 premiers personnages, donc on peut infléchir l'affection, on l'écrit presque au fur et à mesure. Et il y a une histoire très célèbre à ce propos, une anecdote à propos de Breaking Bad, où Vince Gilligan voulait faire tuer Jesse, et en voyant le film, il se rendait compte que que c'est lui qui faisait tenir vraiment les épisodes, qu'il ne fallait pas qu'il meure. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir cette interaction entre les processus d'écriture et de production. Et une fois que vous fonctionnez comme ça avec 2 scénarios, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, c'est terrible, ils font un très mauvais scénario pour la suite? Écoutez, ça n'arrive jamais, je ne peux même pas l'envisager. Si vous avez des auteurs que vous choisissez et que vous êtes sûr, vous ne vont pas soudain coup avoir un coup sur la tête qui va leur faire perdre leur talent. Vous savez déjà la marque de ce qu'ils ont fait, et après, il n'y a plus qu'à suivre sur leur lancée. Encore une fois, notre mode de fonctionnement, c'est la confiance, et notre commande se fait sur ce principe. La Bible, comme on l'appelle aux États-Unis, c'est encore une fois, pour nous, c'est une sorte de plan, de support. Donc, c'est ce qui se passe. Effectivement, il faut que vous envoyez des notes et que vous voyez qu'après, avec l'évolution que ça prend, ça ne peut pas marcher. Mais je suis tout à fait d'accord. Une fois que l'on a le plan qui est mêlé en place, on sait que la confiance artistique qu'on place en ces gens est sûre. Donc, pour commencer la préparation aux États-Unis aussi, en même temps que vous écrivez, c'est un peu différent aux États-Unis parce que là, en l'occurrence, il y a le travail du showrunner, qui ici, ça a été assez différent. Donc, il y a un problème avec ce qu'on appelle l'équipe d'auteurs. Il y a ces moments de rassemblement avec le showrunner où ils avancent ensemble pour résoudre le problème. Donc, l'échelle aussi est différente puisqu'il y a plus d'épisodes, le plan de travail est différent, donc c'est différent. Mais nous, qui sommes une chaîne du câble, nous sommes aussi à orienter
auteur. Donc ça peut se rapprocher de ce rapport de confiance. C'est vrai qu'aux États-Unis, les auteurs sont embauchés pour travailler sur une série, alors qu'en Angleterre, c'est pas possible. On travaille toujours sur plusieurs séries, voire sur plusieurs chaînes à la fois. Donc il faut aussi que les emplois du temps collent. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que vous les faites travailler exclusivement? Je suppose que quand vous écrivez comme ça, vous ne pouvez pas travailler ailleurs. Ils vont répondre eux-mêmes, mais c'est ça en fait, une fois qu'on a le feu vert, même si on est en train de travailler parallèlement à d'autres productions, ça donne la priorité à celui-là. Parce qu'on sait, par exemple, que s'il faut le tourner pour le 1er mars, il faut mettre les bouchées doubles pour finir d'écrire. Donc, ils ne peuvent pas commencer à travailler sur autre chose en même temps. Et puisqu'il sait que s'il y a du retard sur l'écriture, il y a toute l'équipe qui attend. Donc, ça aussi, c'est une des raisons qui explique qu'on commence à la production et on n'attend pas que l'écriture soit finie, parce qu'il faut que l'écriture suive le rythme de production et que ça permet de les faire passer en priorité. Est-ce que vous faites une lecture avec les auteurs? Oui, on a une lecture 1 ou 2 semaines avant. C'est pas le genre de lecture qu'on fait pour les émissions, les programmes comiques en Angleterre, où il s'agit d'un premier test, en fait, où on invite aussi les commanditaires pour mettre à l'épreuve le scénario. En fiction, on ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a on lit rapidement ensemble, on rassemble la distribution et on lit juste pour entendre l'interaction entre les différents comédiens et pour s'assurer que l'énergie entre eux fonctionne bien. Et donc après cette lecture, est-ce que vous travaillez sur le texte? Là, en l'occurrence, ça a été très agréable. Non seulement on a des acteurs et des actrices excellentes, mais nous étions très heureux d'avoir réussi à assembler cette distribution. Et puis on s'est retrouvés dans une pièce minuscule et finalement il y avait très peu de remarques, très peu de notes parce que ça fonctionnait bien. Moi, j'ai assisté à des lectures, on sort de là en se disant « Mon Dieu, mais rien ne marche. Comment on va faire ?» C'est toujours très compliqué de se faire une idée, un jugement à l'issue d'une lecture, mais j'ai connu des angoisses profondes après ces lectures et c'est une mise à l'épreuve atroce pour les auteurs que de se dire qu'après ils ont une semaine pour tout changer. Alors que là, ça a été un moment très heureux où on a vu en fait que ça fonctionnait. Donc Gemma, vous qui jouez Anita, qui a un rôle assez inhabituel, là vous faites un travail extraordinaire, mais comment vous vous êtes préparé? Parce que c'est très délicat. En effet, il y a eu beaucoup de préparation et effectivement, ce n'est pas un rôle qu'on peut improviser comme ça, arriver le premier jour et se dire, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une cohérence avec tous les autres saints, tous les autres personnages de ces scènes. Donc, on a commencé peut-être 3 semaines avant le tournage à se préparer. Donc, tous les personnages qui jouaient les personnages des synths ont travaillé avec un chorégraphe. Il y avait combien de synths? 5 peut-être. Il y a 5 personnages principaux qui jouent des scènes. Et tous ceux qu'on voit dans la scène du jardin, il y en a beaucoup d'autres, en fait. Oui, il y a beaucoup de figurants, mais en fait, tous les comédiens principaux comme les figurants ont dû faire un atelier, un stage avec chorégraphe qui a créé un langage universel pour les scènes. Et
ils ne voulaient pas que ce soit quelque chose de trop robotisé dans les mouvements, mais qu'en même temps, il y ait quelque chose qui ne soit pas humain. Donc, il fallait vraiment travailler sur les principes définitoires de ce comportement. Et finalement, on s'est rendu compte que il faudrait dire que ce sont des machines qui fonctionnent avec des batteries. Et donc, il fallait que chacun de leurs mouvements soit régi par une idée d'économie et de dépense d'énergie. Il fallait vraiment que chaque mouvement que font les personnages soit pertinent. Il n'y a pas de mouvement gratuit. Et ça a été très dur comme apprentissage. Donc ça a duré 3 semaines, comme je disais, avant le tournage. Mais on avait aussi des devoirs du soir. Donc une fois qu'on sortait du stage, il fallait qu'on aille à la maison et qu'on continue de s'entraîner. Et comme mon personnage faisait beaucoup de tâches ménagères, quand j'allais chez moi, il fallait que je m'entraîne à faire la cuisine ou porter du linge ou à faire du repassage avec des gestes de scène. Ça vous fait rire, mais c'est vrai, c'est vraiment comme ça. Et par exemple, est-ce que le personnage était droitier ou gaucher? Il n'y avait aucune pertinence, donc il fallait que je sois ambidextre. Là aussi, ça a été physiquement une vraie épreuve. Et est-ce que le chorégraphe apportait des robots pour que vous voyiez comment les robots, les machines travaillent? Non, non, bien au contraire. Mais si vous, sur l'écran, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui s'apparente à des mouvements robotiques, nous, au contraire, on essayait de s'inspirer plutôt de mouvements humains. Et donc, vous, le fait de travailler, vous qui jouez un personnage humain, comment c'est jouer avec un personnage qui est une machine? Est-ce que vous deviez vous rappeler que vous êtes en train de jouer avec une machine? Moi, en fait, je me suis vraiment sentie très nourrie par l'interprétation de Gemma. Donc, il fallait à elle, vous en parler comme une non-humaine. Oui, et Laura aussi a cette réaction à ce personnage-là. Donc, il fallait que ce que je ressens soit assez proche du rapport que Laura a à ce personnage. Effectivement, sur le tournage, elle n'avait pas ces yeux étranges. Oui, ça c'est quelque chose qui a été fait ailleurs, mais même sans les yeux, elle avait ce sentiment d'étrangeté, elle le donnait dans son interprétation. Donc, c'est quelque chose aussi qui est dans l'écriture. Moi, j'étais très impressionnée de voir vivre avec ça tous les jours. Et le fait qu'ils écrivent au fur et à mesure est quelque chose qui a beaucoup aidé, parce que je voyais bien que l'écriture évoluait en fonction des personnages et des acteurs. Donc il y avait presque quelque chose qui était de l'ordre du théâtre dans ce projet, d'une dimension vivante de l'incarnation. Combien de temps de tournage? 12 jours de tournage par épisode. Donc, avant la question du marketing, est-ce qu'il y a eu des problèmes de production, des conflits? Nous, on aime bien parler des problèmes. Oui, moi, en fait, j'ai dû me battre avec les chaînes de télévision, mais non, pas du tout. Donc, vous, est-ce que vous êtes venu sur le tournage? Oui, quand même, vous êtes un peu venu. Vous êtes venu de New York exprès? Oui, mais bon, je suis souvent à Londres parce que je travaille sur des projets à l'étranger. Je suis allée effectivement un certain nombre de fois sur le plateau, mais je sais bien que plus ça va, moins on a besoin d'y aller. Mais évidemment, oui, j'ai des comptes rendus quotidiens, des rushs. La production en tant que telle,
c'est fait vraiment sous la responsabilité de Chris et de son équipe. Nous, on avait vent des décisions principales, mais c'est vraiment tous les jours Chris qui travaillait. Alors, vous voulez que je parle des problèmes, moi, c'est ça? Ben oui, évidemment, moi, j'ai envie que vous me parliez des chiffres, des problèmes, de spoiler la fin. Non, il se trouve que Channel 4 AMC et nous avons les mêmes exigences artistiques. Donc, du moment qu'on a la même vision, ça a été facile. On ne peut pas inventer des problèmes, même quand on partageait les notes des uns et des autres, on voyait qu'il y avait une cohérence. De façon générale, les problèmes qu'on a dans toutes les productions, là en l'occurrence, c'est vraiment un film choral avec beaucoup de personnages. Donc quand on choisit des acteurs de cette qualité-là, le problème, c'est surtout des problèmes de compatibilité d'emploi du temps, à part ça, de planning. À part ça, ça c'est le problème quotidien de gestion de planning. À part ça, voilà, c'est une question d'échelle, tout simplement. La façon dont on travaille sur la plupart des séries, c'est qu'on fait des blocs de 2 épisodes. Donc, on a 4 réalisateurs pour les 8 épisodes. Donc, il fallait que Chris et moi, avec Jane, on choisisse, et bien sûr en ayant aussi l'aval des chaînes, choisir pas seulement notre réalisateur principal, qui est très important dans le travail qu'il fait avec les acteurs, mais aussi le choix de ce réalisateur. Pendant qu'on est déjà en train de filmer 1 et 2, il fallait trouver 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Pourquoi est-ce qu'il faut des réalisateurs différents? Parce qu'il faut que les chaînes puissent trouver leur compte, parce que si le réalisateur s'occupait des 8 épisodes, il n'aurait pas pu s'occuper du montage des épisodes suivants. C'est-à-dire, vous tourniez simultanément. Non, en fait, une fois qu'on a fini le premier bloc, épisode 1 et 2, pendant qu'on tourne les 3 et 4, le réalisateur des épisodes 1 et 2 était dans la salle de montage avec son monteur, donc il ne pouvait pas être sur le tournage des épisodes suivants. Et une fois qu'une chaîne donne son feu vert et dit, voilà, je veux 8 épisodes et je vous veux tant d'argent, et il faut qu'à cette date-là, vous nous donniez les 8. Donc il faut que vous fassiez un planning rétrospectif à partir de cette date-là. Donc c'est là qu'on a décidé de faire 4 blocs de 2 épisodes, donc, alors qu'on n'a pas encore tous les scénarios, donc on ne peut même pas dire aux réalisateurs sur quel scénario ils vont travailler. Donc il faut que les réalisateurs entrent en préparation des épisodes suivants, pendant que nous, on est encore on prépare les 5-6 alors qu'on tourne les 3-4 et qu'on monte le 1-2. Donc il faut essayer de jongler sur tous ces épisodes en même temps, et en même temps rassurer sur les réalisateurs sur le fait qu'ils ont leurs propres mots à dire. Donc ça fait partie du sel de ce travail. Si c'était plus simple, ça serait pas drôle, ce serait ennuyeux. Et est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous alliez sur le plateau? Mais comme je l'ai dit, nous, il fallait qu'on écrive pendant tout le temps. C'est ça, c'est ce qui fait ce rythme très haletant. Mais encore une fois, moi, si c'était à refaire, je le referais, puisque c'est comme ça que ça se passe. Vous adaptez au fur et à mesure, et il y a une tension qui est très productif sur le plan créatif. Et il me semble que si on travaillait sur d'autres rythmes de cinéma, on s'ennuierait. Mais
Et franchement, je ne vois pas tellement l'intérêt pour des auteurs d'aller traîner sur des plateaux pour se prendre les pieds dans les câbles. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Est-ce que vous avez tourné à Londres? Oui. La maison était à Jarvis Cross, à l'ouest de Londres, sur la M25. Mais tout s'est fait dans les environs de Londres. Et il fallait vraiment que ça ressemble à la vraie vie. Elle a montré le London Eye, le House of Parliament. Il y a beaucoup de séries qui sont là pour montrer en fait les gros points de repère de Londres, alors que pour nous, il s'agissait de donner la vie assez banale des environs de Londres. On n'a pas parlé de Sam Donovan et de notre chef décorateur, mais visuellement, il s'agissait vraiment pour nous de donner une vision intéressante, très vivante de Londres, sans avoir recours à ces images clichés de Londres. Alors, puisqu'il n'y a pas de conflit, comment est-ce que vous avez vendu cette série par la suite? Donc, vous aviez 2 bandes annonces. Est-ce que c'est que Channel 4 qui s'occupait de la vente? Est-ce que vous voulez d'abord nous raconter ou on regarde le trailer? Le marketing de Channel 4 a décidé que comme il s'agit d'un présent parallèle et que les signes sont considérés comme des produits qui sont vendus, donc ils ont eu eux aussi une idée très simple et très juste, qui est que dans ce monde-là, il y a des publicités à la télévision pour vendre ces scènes. Donc ça, c'est dans le programme. Donc ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas en tant que tel dans le programme, mais là, ça a été dans le programme de Channel 4, donc à travers les publicités, au milieu des publicités de Channel 4, on faisait passer des publicités qui sont censées vendre des Android. Et ça a eu des retombées très étonnantes. Est-ce que les gens savaient que c'était des séries ou ils pensaient vraiment qu'ils allaient acheter des scènes? Donc les gens essayaient d'aller en trouver. Donc le fonctionnement, c'était de dire, voilà, si vous vivez dans un monde où ces produits-là existent, donc à Channel 4, le service marketing a dit, eh bien, donc dans ce cas-là, cet espace est un espace vacant, c'est un magasin vide. Et en face, quand les gens allaient dans le magasin pour acheter ces produits-là, donc dans le quartier qui est une sorte de Mecque du commerce, et juste en face de cet espace-là, il y avait 2 écrans qui annonçaient en taille réelle des scenes de ces personnages avec lesquels on pouvait interagir par un écran tactile sur lequel on disait comment est-ce que je veux que soit ma sense. Est-ce qu'elle est censée avoir des compétences de cuisine? Est-ce qu'elle est censée apprendre le français à mes enfants? Et c'est comme ça donc que ça donne. En fait, ce magasin, en l'occurrence, est tout près du magasin Apple. Donc, je suis allée voir pour voir la réaction des gens devant ces écrans-là. Et c'était très intéressant d'écouter leurs conversations parce qu'ils avaient vu les publicités à la télévision et puis regardaient la façade du magasin et disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» C'était vraiment passionnant d'observer les réactions des gens. Et donc hier, vous m'avez dit que l'idée, c'était de ne pas le vendre comme un remake, mais comme une série
série originale. Et est-ce que la presse a fait allusion au fait que c'était une adaptation? Il ne s'agissait pas de mentir en disant que c'était une série originale, mais c'était de le présenter parce que c'était une série qui s'appelait Humans. Je ne vois pas comment le marketing pouvait faire allusion au fait que c'était un remake. Vous présentez juste ce que vous avez créé et c'est tout. Donc on va regarder les bandes annonces. Meet Sally. Hello, what can I do for you today? She is your new best friend, the help you've always wanted. She is faster, stronger, more capable than ever before. Sally is part of your family, a teacher, a helper, a carer, a friend. She is whatever you want her to be. New generation persona synthetics, closer to humans than ever before. Humans, coming this June on 4. So that last part wasn't shown originally. The part that shows the Channel 4 branding. Alors was not ça, on there. So there le was a 6-minute Channel 4 à version la loaded, but fin, that ça version c'est la which didn't show version the longue. last, La version courte I ne mean, montre basically kind of pas brick credit incremental, so la that fin, each time, and then ultimately puisqu'en ended up fait with même Channel la 4 branding on it. publicité So, était modifiée à chaque fois et cette fin. Great. Oui, parce que là ça fait quand même très peur. Meet Sally. Hello. Meet Sally. Hello. What can I do for you today? The help you've always wanted. She is faster, stronger, more capable than ever before. Sally is part of your family, a teacher, a helper, a friend. New generation persona synthetics. So yeah, Ça basically that c'était la was just the version shorter one. courte. Yeah. This is very As you've clever. realized. So, how did you market it in the States? Comment Did you use vous avez fait le these marketing commercials? aux États-Unis? Oui, on a aussi utilisé ces publicités parce que Channel 4 a commencé 2 semaines avant nous. Nous, c'est dimanche dernier qu'on a montré le premier épisode et ça a eu de très bons résultats. Mais une fois qu'on a eu les réactions de la première publicité qui n'annonçait pas la série, les journaux en Angleterre ont tous commencé à écrire des articles sur le phénomène et ça a énormément tweeté aussi. Donc j'ai évidemment tout de suite prévenu notre service marketing en disant qu'on pouvait utiliser aussi cette publicité. Mais après, nous sommes placés par rapport à notre propre diffusion avec ce carton final qui dit que c'est la série Humans. Et puis nous avons mis des panneaux sur Sunset Boulevard avec Gemma. J'ai une photo de ça sur mon téléphone, mais je ne l'ai pas apporté pour vous le montrer. Et nous avons aussi des panneaux partout dans New York et derrière tous les bus à New York, comme tu as pu te voir. Alors maintenant, vous êtes connu à New York, c'est ça? Donc oui, ça en fait vraiment du beau travail. Channel 4 a de façon générale une distribution très large en Angleterre et le visage de Gemma apparaît sur tous les bus aussi à Londres.
Et puis, comme l'idée de Registry New aussi, on s'est dit que les aéroports seraient intéressants. Donc, en l'occurrence, Atlanta, avec des millions de passagers qui passent là. Donc, malheureusement, je n'ai pas les photos, mais effectivement, quelque chose de proche de ce que vous disiez. Mais là, il y avait pareil des réactions des gens qui étaient devant l'aéroport à dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et des gens qui prennent des photos en passant dans le hall de l'aéroport et des gens qui font semblant eux-mêmes d'être des Sims. Et donc, ils sont là aussi devant ces écrans publicitaires interactifs. Et est-ce que vous avez aussi fait des sites web? Oui, d'ailleurs, Channel 4 a aussi mis les personnages sur eBay. Et il y a des publicités qui disent que les Sims sont disponibles sur Sint et ça coûte 20 000 livres. Alors, je ne sais pas combien ils ont réussi à en vendre, mais voilà, c'est pour ça que nous, on ne fait pas de marketing. Mais il y a aussi des règles, il faut faire très attention. On ne peut pas tromper les gens, puisqu'aussitôt qu'ils cliquent en fait, sur le produit, on leur dit que c'était une blague quand même. C'est dommage, on manque des opportunités. Quelle a été la réaction critique? La presse a eu des réactions extrêmement positives. On dit que c'est à la fois intelligent, divertissant et addictif dans une certaine mesure. Donc c'est vraiment une fiction très bien ficelée. Les notations ont été au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer là pour l'instant. C'est le premier épisode et on dit que c'est le meilleur résultat de série de fiction et le premier épisode aussi on a eu une part de marché de 18,3. L'épisode 2 va arriver à 5,1 millions, ce qui est inédit. Donc sur Channel 4, ça a été extrêmement fort et ça dépasse de tout. Dans quelle mesure est-ce que vous croyez que cette campagne publicitaire a joué? Parce qu'il me semble que c'est un rôle quand même très important. Bien sûr que beaucoup de gens ont établi un lien avec la série. Si on prend comme critère le bouche à oreille que constitue le marketing, on voit que c'est effectivement immense et que la créativité du service marketing de Channel 4 a joué un rôle extraordinaire. Ils ont eu des idées très fortes auxquelles le public a très bien réagi, mais évidemment c'est lié aussi à la thématique de la série. Mais il faut aussi que le marketing soit bien fait parce qu'il peut y avoir une vraie déception et là en l'occurrence ils en ont eu pour mais nous avons tous aussi eu le bénéfice de cet engouement sur ces questions de Stephen Hawking à Bill Gates et l'intelligence artificielle. Tout le monde parle de ce sujet-là et des livres, enfin tout le monde réfléchit à cette idée-là, donc en soi ça a créé un terrain favorable. So the ratings in the States. Et donc les notations aux États-Unis, est-ce que c'est aussi le troisième épisode? Non, comme je disais, dimanche dernier, on a eu le premier épisode, 1,7 million de spectateurs. Alors évidemment, ça paraît moins qu'en Angleterre, mais comme je l'ai déjà dit, on a beaucoup plus de chaînes. Donc ce qui est très important
aux États-Unis. C'est par rapport au... c'est dans la chaîne de rediffusion. Donc, les systèmes de calcul sont très différents. Donc, à part la première diffusion qui ne témoigne pas forcément du succès. Donc, ça, c'est aujourd'hui qu'on le saura vraiment. Cette création qui est d'abord faite par Lars et ensuite par nos auteurs, la question c'est est-ce que vous voudriez avoir un scène? Donc le débat continue en fait. Oui, ça serait vraiment super d'avoir quelqu'un qui puisse m'aider à la maison et d'autres qui disent ah non, ça serait un cauchemar. Et ça c'est un débat qui ne s'use pas. Cette relation d'amour et de haine simultanée qu'on a tous avec la technologie est quelque chose que nous ne pouvons pas nous défaire. Nous sommes tous là à lire nos emails en permanence et cette relation très contrastée envers la technologie est quelque chose qui résonne en à peu près tout le monde aujourd'hui. Donc il y a bien sûr le travail marketing, il y a cette distribution extraordinaire qu'on a, mais il y a aussi la pertinence du thème de la série, de se demander la question de jusqu'à quand est-ce qu'on peut reculer devant le monde qui fera ça, qui nous permettra de côtoyer des androïdes, et ça sera sans doute très bientôt. Pour moi, ce qui est très étonnant, c'est de voir l'étendue de notre public en termes d'âge. Nous avons sur les réseaux sociaux les réactions immédiates. Et donc, il y a vraiment des adolescents qui aiment beaucoup l'idée et qui s'y intéressent, mais il y a aussi des gens qui ont 70 ou 80 ans qui réagissent. Et ça, c'est quelque chose de très étonnant de voir que ça suscite des réactions positives sur toutes sortes de personnes, de gamins qui s'amusent jusqu'à des scientifiques qui trouvent une pertinence aussi. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment différents niveaux de lecture qui rencontrent un écho chez différents types de publics. Y a-t-il des questions dans la salle? Il y a des questions? Oui. Pas sur la question de l'intrigue, mais dans la musique, quelles sont les différences entre la version suédoise et la version anglaise? La version suédoise a recours à un type de musique qui colle vraiment. La version anglaise avec le thème. Nous voulions avoir une partition qui soit différente de ce qu'on entend habituellement sur des fictions télé. Donc notre compositeur a un style très particulier. Donc c'est lui qui avait fait déjà le son de Utopia qui était très techno. Donc là, c'est moins le cas, mais il y a quand même quelque chose de son style que l'on reconnaît, et donc ça donne un ton très particulier. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose d'un peu plus réaliste, mais donner une version quand même un peu plus cinéma. Et on savait qu'étant donné que l'image était très réaliste, la musique allait apporter quelque chose d'un peu décalé. Une question pour les chaînes. En France, il y a de plus en plus de chaînes qui, avant même qu'on puisse les voir à la télévision, les mettent en ligne. On peut les acheter en ligne. Est-ce que vous le faites? Si je veux déjà acheter la série entière alors qu'elle n'a pas été diffusée, est-ce que c'est possible? Non, on ne le fait pas. Sur E4, qui est
chaîne la plus récente de notre société. Et ça arrive, mais ça n'est jamais arrivé sur la chaîne principale, sur Channel 4. Parce que pour nous, le plus important, c'est quand même ce qu'on montre à la télévision. Oui, même chose pour nous. Jamais on mettrait en ligne la série. Mais en France, en tant qu'abonné, vous pouvez déjà y avoir accès comme sur Netflix. Non, nous, le temps que ce soit montré, après il va y avoir des DVD une fois que ça a été diffusé. Mais avant que ce soit diffusé, non. Oui, toute la série sera accessible sur iTunes, Netflix, Amazon, une fois que tout sera montré. Après la diffusion du troisième. C'est aujourd'hui que vous deviez donner le feu vert pour la suite. Non, j'ai réfléchi encore. J'ai quand même essayé, on ne sait jamais. Comment se fait l'interaction entre les actrices, puisque l'une, Gemma, est censée ne pas être humaine. Donc comment est-ce que vous jouez avec une actrice qui est censée ne pas être humaine? Comment se fait le jeu mutuel, l'interaction? Initially when I started, I thought I should think about being a human and think of human idiosyncrasies, and then quickly realized I had enough. I just had to be le fait de réfléchir sur le fait que il y a cette différence entre un jeu humain et non humain, mais en fait c'est le synth qui a cette difficulté de se souvenir qu'il doit être très économe dans ses gestes, et donc il y a eu des prises qu'on a dû reprendre. Si vous voyez les plans ratés, c'est quand moi je suis rentrée dans un meuble, ou par exemple là où je porte le linge, où je me suis rétamée. Donc c'était à part ce petit bout, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est vrai que quand on regarde les rushs journaliers, on voit que la tendance naturelle des acteurs humains, c'est qu'il y a une sorte de mimétisme avec le synth, et que eux aussi commencent à avoir un jeu beaucoup plus figé, la réaction naturelle au synth, c'est aussi d'avoir ce jeu un peu robotisé. Donc il fallait que nous, on leur donne des indications en ce sens-là, que les humains n'hésitent pas à être pleinement humains. Merci et bravo pour ce travail.